Je suis de retour. Arrêtez, ça me gêne. Bienvenue dans ce tout premier épisode de Coudre comme à l'époque. Le but, c'est d'explorer une époque dans son contexte historique et évidemment tout ce qui va concerner la mode. On est sur ma chaîne quand même. Et pour ce faire, je vais coudre voire des vêtements qui collent au style de l'époque et le plus possible avec des techniques qu'on utilisait à cette époque-là. Parce que pour moi, une des meilleures manières de comprendre et d'appréhender la mode, c'est de la faire. Donc mon but, je me mets dans la peau d'une styliste modéliste de l'époque. Je vais réaliser le vêtement, je vais chercher des accessoires, donc des chaussures, des bijoux, des sacs, tout ce que vous voulez. Je vais aussi essayer de me maquiller comme à l'époque, de me coiffer comme à l'époque. Ça, c'est pas gagné. Et donc pour ce premier épisode, on va explorer les années 1920. Pourquoi commencer par les années 1920? Et bah tout simplement parce que j'ai un événement dans 2 semaines, c'est une murder party et il faut être costumé à la manière des années 1920. La première étape, ça va être d'abord de faire des recherches parce que j'ai beau avoir quelques connaissances en matière de mode, il me manque évidemment énormément d'informations. Le but pour l'instant, c'est de faire des recherches préliminaires pour dégrossir un peu le tableau et surtout de pas me laisser influencé par tous les codes qui nous sont dictés dans les années 1920 par typiquement le cinéma. Le cinéma c'est cool mais souvent il y a un peu des partis pris en termes d'esthétique et même si moi je suis pas forcément là dans une optique d'historique, de vraiment faire quelque chose qui colle exactement à ce qu'on pourrait trouver à l'époque, j'ai pas envie de me laisser influencer typiquement par ce genre d'image parce que souvent je trouve que ça donne une image un peu grossière de ce qui se faisait à l'époque. Alors j'ai rien contre ça mais ça je considère que c'est plutôt un déguisement et pas un costume. Pour vous parler un peu rapidement du contexte historique, les années 20, on sort de la Première Guerre mondiale, on sort d'une période quand même assez austère et il y a une croissance économique, c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça les années folles. Et pourquoi le contexte historique c'est important? C'est parce que ça va avoir une influence énorme sur la libération de la femme et notamment sur son style. Donc comme je vous le disais, j'ai fait des recherches préliminaires mais au final je suis tombée sur une pépite, je peux pas vous dire autrement, je suis tombée sur le site du palais Galliera qui recense énormément de revues qui datent des années 1920. Donc c'est-à-dire que c'est pas des gens d'aujourd'hui qui écrivent sur la mode de l'époque, c'est vraiment des revues qui datent de cette époque-là. Donc mes recherches ont été énormément facilitées, je suis tombée sur énormément d'ouvrages qui sont numérisés et sont accessibles gratuitement. Rien que d'y penser, ça me fait battre mon petit cœur, je trouve ça génial qu'il y ait autant de ressources qui soient accessibles gratuitement et de partout dans le monde. Donc merci aux gens qui permettent ça. L'ouvrage qui m'a le plus aidé et je crois que j'ai tout simplement le plus apprécié, c'est la revue mode du périodique Les Succès d'Art, Goût, Bon Ton. C'est une revue de luxe mensuelle fondée par des soyeux lyonnais. Si vous ne le savez pas, Lyon c'était vraiment une des capitales de la soie à cette période-là. Et en consultant les revues entre les années 20 et les années 30, je vois vraiment qu'il y a un profond changement de la mode du côté des femmes et que ce changement avait même tendance un peu à bousculer les codes de pudeur. Dans celui de décembre 1920, on voit vraiment que la personne qui a rédigé la revue mode est un peu choquée. C'est pas hyper clair, mais on voit qu'il y a des petites phrases qui sont un peu passives-agressives, qui sont un peu sous le ton du jugement, mais je trouve ça assez marrant parce qu'au final on va voir qu'au fur et à mesure des années ça va complètement s'installer et devenir la norme. Ce qui est assez marquant à cette époque là, c'est que les femmes s'émancipent des corsets, les vêtements se font beaucoup plus saillants voire moulants, les drapés, je cite, déshabillent le corps des femmes. Le Palais Galliera a aussi numérisé une revue qui m'a énormément aidée qui s'appelle Le Trait Parisien, donc c'est une revue de mode qui a été illustrée à la gravure au pochoir. Il y a 20 numéros qui sont numérisés, donc qui vont des années 20 aux années 1935. Moi je me suis évidemment concentrée sur la période 20 jusqu'à grand max 25. Pour le vêtement que je vais coudre, je me suis rendu compte que les tissus qui se détachaient vraiment du lot, c'était des tissus fluides. On a de la soie, on a de la crêpe de Chine, on a du satin, on a du velours. Je pense que c'est du velours de soie, eux ils appelaient ça de la duftine, mais de ce que je comprends, ça a l'air d'être du velours de soie. Bref, à cette époque-là en 1920, on en a marre de la rigidité, on en a marre des corsets, on en a marre des armatures, on veut du fluide. En termes de détails, je pense que si vous pensez aux années 1920, vous devriez être à peu près juste en termes de tout ce qui va orner les vêtements. Il y a beaucoup de perles, il y a des franges, il y a des plumes, il y a de la broderie dans tous les sens, à tel point que parfois on voit même plus le tissu qui est en dessous. Donc vraiment, les années folles, c'est l'opulence. Pour ce qui est des coupes, encore une fois, l'image populaire, c'est beaucoup de franges comme ça. Ça, au final, j'en ai pas beaucoup retrouvé. Ce qu'on retrouve particulièrement, c'est des coupes très droite. Je trouve ça particulièrement beau parce que c'est quelque chose qu'on retrouve pas beaucoup aujourd'hui. C'est vraiment des coupes droites qui sont ceinturées au niveau du bas des hanches. Et quand je vous parlais de drapé tout à l'heure, c'est vraiment on vient ramasser le tissu de part et d'autre des hanches ou alors sur un côté de façon à garder en fait le devant et le dos très plat pour avoir cette silhouette assez longiligne. Et surtout ce que j'ai aimé voir, c'est qu'il y a une multitude de coupes. Autant la forme reste assez droite, autant les coupes sont très diverses et variées. On a des manches larges, on a des manches serrées, des manches courtes, des dos nus, des cols
cols bateaux, des coupes croisées, des coupes qui font un peu kimono. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit aussi une belle influence de la Grèce antique. Il y a des robes particulièrement, je me disais mais ça c'est typiquement ce qu'on portait en Grèce antique. C'est un carré tissu qui est venu, qui est replié, qui est attaché comme ça de part et d'autre pour créer des emmanchures. Et c'est tout, et c'est magnifique. Les jupes aussi ont quand même tendance à se raccourcir. On en a encore un peu à mi-mollet et on en a vraiment au niveau du genou. Donc ça c'est pareil, c'est un peu une révolution. On rappelle quand même que la mini-jupe date des années 60. Avant c'était vraiment réservé au cabaret, quelque chose de très sulfureux. Je vous le disais tout à l'heure, il y avait des plumes et il y avait aussi énormément de fourrures malheureusement. Et ils se limitaient pas aux fourrures qu'on a aujourd'hui qui sont déjà cruelles. Ils avaient donc de l'astrakan qui est vraiment un agneau mort-né, du vison évidemment, du singe. Il y avait aussi de l'ours, pourquoi pas après tout. Bref, de toute façon niveau bien-être animal, déjà que c'est pas encore ça aujourd'hui, je pense qu'à l'époque c'était même pas une préoccupation. Il y a quand même un vêtement moi que je trouve absolument somptueux à cette époque-là, c'est le manteau. Le manteau il se fait vraiment assez large, souvent avec une croisure très basse, avec évidemment des fourrures, souvent ils sont en velours et je trouve que ça donne vraiment un effet très nonchalant qui est, je trouve, assez typique des années 1920, en tout cas moi de l'image que j'en avais. Je tiens quand même à préciser que là on parle de revues de mode de luxe, évidemment que les robes du quotidien pour les femmes étaient quand même beaucoup plus sobres, mais moi mon but c'est de taper un peu dans les trucs un peu sympas, un peu qui brillent, un peu clinquant quoi. En termes de coloris, ce que j'ai remarqué c'est qu'il n'y a pas vraiment de code, il y a vraiment de toutes les couleurs, même si par exemple le full noir c'est pas encore très courant, ça a été amené par Chanel avec la petite robe noire, mais c'est pas très commun. On retrouve quand même pas mal de couleurs pastel, mais il y a aussi des couleurs très vives, et ce qui est intéressant c'est de voir que les accessoires matchent souvent avec la tenue. Donc vous avez un chapeau qui est sorti aux chaussures, qui est sorti aux petits détails de la robe. Donc évidemment que les femmes au quotidien qui avaient un plus petit budget devaient acheter des chaussures marron pour aller avec toute leur tenue. En tout cas, si ça vous intéresse, je vous conseille vivement d'aller consulter toutes ces périodiques numérisées parce que c'est vraiment passionnant. Maintenant que je pense avoir emmagasiné un maximum d'informations sur le sujet, je vais pouvoir passer au modélisme de mes vêtements, parce que je vais faire 2 vêtements. Je vais m'occuper d'abord de faire une robe, et je vais m'occuper de faire un chapeau. J'ai envie de faire un chapeau cloche, parce que c'était ultra typique de cette époque-là, que je viendrai relever. Je pense que j'aimerais bien mettre quelques fleurs. Bref, je vais mettre ça à plat, parce que j'ai déjà quelques idées, mais là il faut que je dessine, que je mette ça à plat pour être sûre de savoir où je vais. Place donc à la modélisation. J'ai pris toutes mes images de référence, et j'ai commencé à dessiner plusieurs modèles. Je mélange les idées, je pioche des formes par-ci par-là, pour au final créer mon propre vêtement. J'ai d'abord imaginé un modèle croisé, puis un modèle un peu plus en forme de kimono. J'en ai dessiné un avec un gros nœud qui se positionne sur les hanches, et je me suis finalement arrêtée sur cette robe que j'ai voulu avec une sorte de fausse ceinture en dentelle qui vient se terminer en V en bas des hanches. Pour l'encolure, j'ai beaucoup hésité et au final je suis tombée sur cette illustration qui m'a décidé à faire la même chose, c'est-à-dire un col bateau boutonné. J'ai ensuite utilisé quelque chose de très peu historique, un logiciel de modélisation 3D. Je me suis basée sur le patron de la robe Cosmos de ma marque de vêtements. Si jamais vous voulez le patron, il est dispo en barre d'infos. Je l'ai donc modifié au niveau de l'encolure. J'ai enlevé les pinces pour faire quelque chose de beaucoup plus droit. J'ai allongé et élargi les manches. Puis j'ai créé ma découpe en V au niveau de la ceinture et j'ai plissé le dos et le devant du bas de la robe. J'ai aussi fait un essai avec un chapeau et des collants marrons pour avoir une idée du stylisme. Maintenant que je sais ce que je veux réaliser, il faut que je m'occupe de trouver des tissus. Alors il s'avère que j'avais déjà un tissu qui match parfaitement à l'époque et parfaitement à ce que je veux faire. C'est un tissu vert d'eau absolument sublime. Je pense qu'en plus ça m'a plutôt bien. Il me manque quand même pas mal de matières premières, donc pour ça je vais aller sur le site de Mondial Tissu et je vais regarder un peu ce qu'ils ont en stock. J'avais besoin de 2 petits boutons pour le col, donc j'ai trouvé ceux-là. Je trouve qu'ils sont parfaits, vraiment. Ils ont même un style un peu art déco, donc ils matchent vraiment trop bien avec ce que j'ai envie de faire. Il me fallait aussi un tissu pour réaliser mon fond de robe et j'ai trouvé plusieurs inspirations sur Pinterest. J'ai regardé ce qu'ils avaient en termes de matière très fluide et très fine, de façon à ce que le fond de robe ne se voit pas sous la robe qui va quand même au niveau de la taille être assez moulante. J'ai regardé dans les soies, les viscoses, les crêpes et je suis tombée sur ce tissu en crêpe d'une couleur un peu pêche rosée. J'ai aussi cherché de la dentelle parce que tant qu'à faire, autant faire un truc un peu joli et je suis tombée sur ce ruban en dentelle élastique sublime. Je pense que la couleur ça va être absolument parfait ensemble. Il me fallait aussi du tissu en laine pour mon chapeau, donc j'ai trouvé ce tissu qui est normalement un tissu pour caban. Je pense qu'il sera suffisamment épais. Je le voulais marron pour essayer de contraster avec la couleur de ma robe et j'ai aussi cherché un peu de plumes de façon à en mettre sur le bord de mes manches, peut-être sur l'encolure. Je vais voir un peu comment je vais faire ça, histoire de rajouter un peu quand même
de chic et d'opulent à ma tenue. Pour tout ce qui est accessoires, donc chaussures, sac à main, bijoux et toutes les petites choses qui vont faire que ma tenue est cohérente dans son époque, je me suis dirigée évidemment vers de la seconde main. Alors j'ai pas forcément trouvé des trucs exactement des années 1920, mais vu qu'on sait que les modes se répètent perpétuellement, il y a énormément de choses qui sont inspirées des années 1920 et qui matcheront très bien avec ma tenue. Donc pour les chaussures, ce que j'ai observé, c'est que on a des chaussures qui sont plutôt allongées avec un bout qui est assez long, pas forcément pointu dans le sens anguleux, mais on a quand même assez pointu et le bout qui se termine un peu carré ou arrondi. Et surtout, on a un talon incurvé que je trouve vraiment magnifique. La chaussure en fait est assez ramassée au niveau du talon et je trouve ça très beau. J'avais vu cette paire de chaussures en fait qui est vendue sur eBay pour je sais même pas combien, je sais plus, 300, 500, je sais plus, sublime, et j'avais vraiment envie de trouver un peu ce style de chaussures. Pour aller avec, il fallait que je me trouve des bas parce que c'était assez incontournable à cette époque-là. Habituellement, ils étaient plutôt en soie, en laine ou en coton, et un peu plus tard dans la décennie, les bas en nylon, donc synthétique, ont fait leur apparition, et en fait les femmes aimaient pas du tout leur aspect brillant, et je suis un peu d'accord. Et du coup ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles prenaient de la poudre pour le visage et elles matifiaient leurs jambes de façon à ce que leur collant soit plus mat. Pour les sacs, en tout cas les sacs de soirée, on voit beaucoup d'aumônières, de minaudières, des petites choses en fait qui sont presque des sacs bijoux. C'est pareil, j'en ai trouvé plusieurs, ça c'est vraiment quelque chose qu'on a vu beaucoup revenir, donc j'ai vraiment eu l'embarras du choix. Et pour les bijoux, encore une fois, de l'opulence, donc il y avait pas mal de pierres, donc des strass plutôt que des diamants, tout le monde n'avait pas les moyens de se payer des diamants. Il y avait pas mal de perles de culture, notamment en gouttes. J'ai vu vraiment beaucoup d'illustrations avec ces boucles d'oreilles en gouttes. Moi c'est ce que je veux me trouver. Là pour le coup, l'image populaire des années 20 a raison. Il y avait beaucoup de perles de culture, de colliers comme ça, de perles, parfois longs, parfois des sautoirs, parfois plus près du cou, mais en tout cas beaucoup de perles. Moi ça j'ai pas forcément envie d'en porter parce que le col de ma robe est assez près du cou. Il y a déjà ces deux boutons. Je pense que ça va brouiller le tout, donc je vais pas en acheter. Et pour finir, j'ai acheté quelques accessoires que en plus je pense même pas forcément historiques, mais je trouve que ça rend ma tenue plus crédible. Vous verrez ça un peu plus tard. J'ai mes idées, j'ai mon tissu, j'ai mes accessoires. Maintenant je vais pouvoir passer au plus gros morceau pour moi, la confection. Sachez que la machine à coudre électrique est apparue en 1920, donc je me réserve le droit de coudre avec la mienne. Certes c'est une récente, mais j'ai essayé d'en trouver une d'époque en contactant Singer, qui sont d'ailleurs les premiers à avoir commercialisé la machine à coudre électrique, et Mondial Tissu aussi, parce que je sais qu'ils récupèrent des vieilles machines pour les réparer. Malheureusement aucun d'entre eux n'en avait de cette époque. J'en profite du coup pour lancer un appel. Si jamais vous possédez des machines, que vous êtes une marque, que vous êtes un particulier, que vous êtes un atelier, peu importe, et que vous possédez des machines un peu anciennes, donc 1920, maintenant ce sera trop tard, mais 1930, 40, 50, 70, peu importe, vous avez des vieilles machines à coudre et que vous voulez bien me les prêter, je vous mets mon mail en barre d'infos, contactez-moi et on peut bosser ensemble. J'ai commencé par reporter mon patron sur mon tissu et j'ai ensuite découpé mes pièces de tissu. J'ai superposé mon tissu vert et mon tissu en dentelle pour pouvoir doubler la ceinture et la découper en une seule fois. J'ai commencé par assembler la ceinture en cousant ensemble les deux sortes de dentelles. Je vais pouvoir maintenant assembler le jupon sur la ceinture. J'ai donc plissé mon tissu pour faire correspondre la longueur du bord du jupon avec la longueur de la ceinture. Voilà ce que ça donne, on commence déjà un peu à entrevoir la robe, ça c'est vraiment mon moment préféré, quand mes idées commencent à prendre vie. J'ai fait la même chose pour le dos, je vais pouvoir assembler la partie buste de ma robe avec le jupon maintenant créé. J'assemble ensuite le dos et le devant. Et je vais maintenant pouvoir coudre les manches sur les emmanchures. Je vais réaliser la finition du col en posant une parmenture que j'ai entoilée. Vous voyez la partie blanche au dos du tissu là, ça c'est l'entoilage. Une fois cousu, je peux découper la fente au niveau du cou, je rentre la parmenture et je réalise des boutonnières de part et d'autre. J'ai cousu mes jolis boutons sur une petite patte de boutonnage et j'ai aussi cousu mon ruban de plume sur le bord de mes manches. Je vais broder des perles argentées pour parfaire le côté 1920 année folle. J'ai choisi deux types de perles et je les ai brodées un peu partout en fait où je pouvais, et particulièrement à chaque jointure de tissu. Voilà un petit preview, mais je vous en montre pas plus, je vais d'abord m'occuper de mon chapeau. J'ai fouiné dans ma collection de Burda Vintage et j'ai trouvé un magazine de 1970 qui proposait ce chapeau. J'ai d'abord décalqué mes pièces de patron sur les planches fournies, j'ai reporté mon patron sur mon tissu, j'ai découpé mes pièces de tissu dans mon lainage, j'ai entoilé quasiment toutes les parties de façon à ce que mon chapeau soit bien rigide et se tienne bien, et j'ai assemblé toute la partie de la tête du chapeau. J'ai surpiqué les coutures de façon à ce qu'elles soient bien plates. J'ai aussi créé une doublure qui ressemble étrangement à un bonnet de piscine qu'à autre chose pour l'instant. Et j'ai aussi assemblé la visière et sa doublure. Je l'ai ensuite retourné et bien repassé. J'ai assemblé toutes les parties de mon chapeau et j'ai terminé la couture à la main.
Mon chapeau est quasiment terminé, je vais maintenant pouvoir m'occuper de l'ornementer. Je vais donc réaliser un ruban avec un tissu que je tiens d'un vieux stock de tissu vintage. Pour l'instant, je l'ai noué pour tester, mais j'aime bien, donc je vais le coudre à même le chapeau. Place maintenant à la partie que j'ai préférée, je vais réaliser des fleurs en tissu. Et je me suis inspirée du camélia emblématique de Chanel, je me suis dit que c'était un petit clin d'œil à la marque apparue dans les années 1920. J'ai d'abord créé le cœur de mes fleurs, et ensuite j'ai découpé des pétales. Je les ai ensuite assemblés, puis superposés et je suis venue les coudre ensemble. Encore une fois, je vous montre pas tout, j'ai pas envie de tout vous spoiler, vous verrez ça un peu plus tard. Pour le fond de robe, voilà mes inspirations. Je pense vraiment qu'en termes de couleurs, on est vraiment pile poil avec ce que j'ai trouvé chez Mondial Tissu. J'ai commencé par assembler les bonnets, je les ai doublés avec du jersey beige de façon à ce que ce soit pas transparent. J'ai ensuite assemblé les bonnets avec les parties en dentelle et le bas de la robe. J'ai fait la même chose pour le dos, que j'ai ensuite assemblé sur le devant de ma robe. J'adore cette crêpe, vraiment, elle est magnifique. J'ai terminé en créant des bretelles spaghetti que je suis ensuite venue retourner à l'aide d'une aiguille pour ensuite les coudre sur la robe. J'ai envie de vous faire patienter encore un petit peu avant de vous montrer le résultat de ce que j'ai cousu. Je vais m'occuper de me maquiller et de me coiffer comme en 1920. J'ai adoré décortiquer les codes de maquillage de 1920 parce que c'est quand même un peu à l'opposé de ce qu'on fait aujourd'hui et des canons de beauté qu'on essaye d'atteindre avec du make-up. Il faut savoir qu'à cette époque-là, c'est surtout le cinéma qui va influencer les façons de se maquiller. Et comme le cinéma est toujours en noir et blanc, on a des maquillages quand même qui sont assez contrastés. Alors il y a quand même une différence entre comment les femmes se maquillaient pour le cinéma. C'est d'ailleurs super intéressant à étudier parce qu'il y a même une colorimétrie qui était utilisée. On se faisait son contouring en bleu-gris, on mettait même parfois du rouge à lèvres vert. Je vous mettrai en barre d'infos une vidéo TikTok qui l'explique parfaitement bien. Je suis tombée dessus en fait en faisant mes recherches et j'ai trouvé ça passionnant. Et donc il faut différencier le make-up du cinéma du make-up que les femmes vont porter un peu au quotidien, qui est un make-up quand même plus naturel. Donc commençons par le teint. Les teints étaient très clairs parce qu'au cinéma on voulait encore une fois du contraste. Ça tombe bien, on sort de l'hiver et je suis pas même pas du tout bronzée. Je vais pas mettre de fond de teint et je pense que c'était pas forcément quelque chose de très répandu. On utilisait plutôt des poudres pour éclaircir la peau. Je vais par contre mettre un peu d'anti-cerne parce que voilà, je pense que mes cernes parlent d'elles-mêmes. Alors faut savoir quand même que je suis pas une pro en maquillage, hein. Moi je me maquille pour la vie de tous les jours de manière extrêmement simple et rapide. Vous voyez, l'anti-cerne, moi je le mets avec mes doigts parce que j'ai pas envie de nettoyer mes outils. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Pour le reste du teint, je vais mettre seulement du blush parce que finalement, j'ai pas trouvé d'informations très précises, mais c'est ce qui ressort sur les illustrations que j'ai trouvées. Je vais mettre un blush liquide vraiment rouge parce que j'ai l'impression que c'est vraiment des couleurs qu'on utilisait. Il y avait pas trop de rose, d'orangé, etc. Pour les sourcils, comme je vous le disais, c'était très influencé par le cinéma et c'était quelque chose qui était très très exagéré. Donc on mettait on redessinait ses sourcils au crayon et surtout on les faisait très arqués pour accentuer les expressions, pour que les émotions soient bien comprises par les spectateurs. Par contre, dans la vie de tous les jours, je pense que les femmes ne touchaient pas beaucoup à leurs sourcils, donc moi je vais les peigner un peu, en tout cas je vais peigner le peu que j'ai, et puis je vais les redessiner de manière assez classique en suivant ma forme naturelle de sourcil, sans accentuer d'une façon ou d'une autre. Typiquement les sourcils qu'on voyait au cinéma, quand je vous disais que c'était vraiment à l'opposé de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui on étire vraiment vers le haut, et qu'à l'époque c'était plutôt arqué, et ça retombait même très bas, presque jusque sur la pommette. Pour les yeux, encore une fois, dans une optique d'accentuer encore le contraste, on avait tendance à faire des peaux claires, et du coup des smoky, des yeux assez chargés, pour faire ressortir tout ça. Encore une fois, moi je pars sur un maquillage plutôt de jour et pas de soirée, pas de cinéma. Donc je vais prendre une ombre à paupières qui est quand même assez contrastée mais qui est plutôt neutre. Donc là j'ai pris une espèce de taupe. Et surtout je vais faire un maquillage complètement à l'encontre de ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire quelque chose qui est assez tombant. Ça c'était assez caractéristique des make-up de ces années-là. J'aime beaucoup parce que je trouve que ça donne vraiment un air assez nonchalant, un peu détaché, que je trouve assez joli et très glamour. Donc je vais plutôt le positionner en haut comme ça, ici, de ma paupière, assez proche du coin interne du sourcil. Et ensuite, plutôt que de faire un peu comme je fais d'habitude, de plutôt l'étirer comme ça vers la tempe et plutôt vers le haut, je vais vraiment me concentrer sur le coin interne comme ça. Et pour accentuer encore ce côté assez nonchalant et l'œil un peu tombant, je vais remettre en ras des cils inférieurs. C'est pareil, c'est un truc que je fais pas trop, je pense que c'est un peu lié à ma forme d'œil. Je trouve que c'est pas ce qui me va le mieux, mais on va essayer de suivre les codes. Plutôt vers le coin externe, on va voir comment je travaille après. Et j'essaye vraiment de garder une forme arrondie sur le coin externe là, comme ça, de pas avoir cette pointe assez caractéristique de ce qu'on voit aujourd'hui et qui va faire que je trouve des fois, par exemple dans les séries Netflix, il y a des make-up qui font trop contemporains alors que c'est censé être des séries d'époque.
Ensuite, le liner, toujours dans cette optique d'abaisser le regard, je vais tracer quelque chose de plutôt tombant ou droit. Ça pour le coup, ça me rappelle un peu la trend du puppy liner, je sais pas si vous suivez les trends make-up. Voilà, donc là je suis dans une galère où j'essaie de faire quelque chose de symétrique. D'habitude mon liner je le fais en 2 secondes parce que j'ai l'habitude, et vu que là je change ma forme, je sens que je vais galérer. Je vais rajouter du mascara pour vraiment assombrir mes cils, et je pense que je vais essayer de mettre un demi-fossile, enfin un fossile que je vais couper, que je vais mettre plutôt en coin externe. Les fossiles ça existait déjà à l'époque, sauf que c'était des cheveux humains qui étaient collés sur une bande de gaz. Voilà. Et ce que je veux c'est pas avoir les cils trop relevés, vous voyez au milieu là, donc j'essaye de les recoiffer un peu vers le bas. Je viens de retrouver un fossile que j'ai depuis je sais pas combien de temps. Et j'ai aussi retrouvé ça, c'est des fossiles avec des strass que la marque Ardell m'avait envoyé il y a super longtemps, et je ne m'en suis évidemment pas servie, parce que déjà des fossiles, j'en ai jamais mis en fait, je crois. J'ai dû déjà mettre des petites touffes comme ça de fossiles parce que c'est super compliqué à mettre je trouve. Et surtout des fossiles avec des strass, je vous avoue j'ai pas l'occasion tous les jours d'en mettre. J'ai quand même pris cela pour vous les montrer avec les strass parce que c'était un truc qui était assez courant, c'était de mettre des petites boules de cire. Vraiment vous trempiez vos fossiles dans de la cire à bougie tout simplement, et en fait ça donnait cette épaisseur. Encore une fois c'était fait pour le cinéma de façon à ce que on voit bien les cils, qu'on voit bien l'œil, que ce soit bien ouvert, tout ça pour montrer le plus possible d'émotion. Là je suis tellement pas douée pour ça, j'aimerais trop apprendre à me maquiller, je trouve ça trop fun et trop joli, et c'est vraiment un truc que j'ai pas encore exploré dans ma vie, vraiment faire des gros maquillages avec des fossiles, des trucs un peu fous. J'ai quand même souvent regardé des vidéos maquillage, donc j'ai un peu les gestes, mais je suis pas sûre de réussir à faire ça sur moi. J'ai l'impression que ça change rien du tout. Ou alors c'est juste moi qui sais pas les coller, je sais pas. Les fossiles sont posés, donc les yeux c'est terminé. Je trouve que c'est pas mal, franchement, ça tombe bien. En tout cas ça change vraiment mon regard, enfin j'ai pas l'habitude de me voir comme ça. Je vais maintenant passer aux lèvres, donc je me suis fait un plaisir. Je me suis racheté un rouge à lèvres bien rouge de chez Charlotte Tilbury. C'est la teinte Cinematic Red, et je l'ai choisi 100% pour le packaging parce que je trouvais que ça allait trop bien en plus avec mon petit miroir là que j'ai acheté. Le côté strié c'est très année folle, très art déco, j'adore, et la couleur est magnifique. Pour les rouges à lèvres à cette époque là c'était du rouge, du prune, du carmin, vraiment des couleurs assez foncées, encore une fois dans une optique de contraste. Ça fait je pense 10 ans que je me suis pas vue avec un vrai rouge à lèvres rouge, et je vous avoue j'ai hâte. Je ne peux malheureusement pas, non je peux pas me maquiller en vous parlant. La forme des lèvres c'était vraiment quelque chose de très pointu, très anguleux, très graphique. Contrairement encore une fois à ce qu'on fait aujourd'hui où on a plutôt des lèvres rondes, on a tendance à effacer un peu l'arc de Cupidon. Moi j'ai un arc de Cupidon très marqué et c'est ce que je fais, j'ai tendance à repasser un peu pour arrondir, adoucir un peu cette forme. Là aujourd'hui je vais pouvoir mettre à l'honneur la vraie forme de mes lèvres, donc je vais vraiment essayer de faire quelque chose de très anguleux. Et surtout on a une lèvre assez pincée, pas forcément étirée, pas forcément ourlée comme ça vers les extérieurs. C'est pareil, c'est tout à fait mon type de lèvre. Je pense que j'ai dû naître à la mauvaise époque. Donc le contour est fait, j'ai vraiment rapetissé ma bouche de façon à avoir un peu ce côté arrondi, très lèvres pincées, et je vais mettre mon rouge à lèvres. Je viens de me rappeler pourquoi j'avais arrêté de mettre du rouge à lèvres foncé, parce que j'ai les lèvres asymétriques et c'est insupportable de devoir réajuster tout le temps, donc c'est asymétrique, tant pis, c'est pas grave. Voilà pour le maquillage, je suis assez contente du résultat, ça me fait trop drôle de me voir autant maquillée. Je vais maintenant passer à la coiffure. Donc la coiffure à cette époque-là, les femmes avaient plutôt les cheveux courts. Moi, j'ai les cheveux très longs. Je vais pas aller jusqu'à me couper les cheveux pour une soirée. Ce serait quand même un engagement un peu extrême, mais ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me faire une sorte de faux carré. Donc effectivement, les femmes avaient les cheveux assez courts à cette époque-là. On sort d'une ère où justement les cheveux longs, c'est symbole de beauté, symbole de noblesse, et d'ailleurs au début, la coupe courte est assez mal reçue par les familles traditionnelles. Je pense que si on parle de 1920, vous avez tout de suite l'image de cette coiffure crantée, courte, plaquée sur le crâne. Je trouve absolument magnifique. Sachant que moi, je vais avoir un chapeau, je vais pas non plus me faire une super coupe ultra travaillée. Je vais quand même essayer de me faire quelques mèches sur le front parce que ça se verra avec mon chapeau. Je vais déjà commencer par m'attacher les cheveux à l'arrière de façon à me faire un peu un faux carré. Voilà ce que ça donne. C'est un peu n'importe quoi pour l'instant, mais normalement ça va bien rendre. Je profite que mon fer à boucler soit en train de chauffer pour mettre mes boucles d'oreilles, parce que j'aimerais bien me faire une coiffure de façon à ce que mes boucles d'oreilles se voient quand même, quitte à les avoir achetées. Je vais boucler vers l'intérieur comme ça. Voilà, et ce que je vais faire, c'est que je vais créer le cranté avec des pinces, que ça refroidisse avec la bonne forme. Voilà, on entrevoit ce que ça devrait donner.
J'ai enlevé les pinces, je trouve que le cranté est pas mal. Il est un peu trop vers l'extérieur et pas assez plaqué comme ça sur le côté de ma tête, mais je pense qu'une fois que je vais mettre le chapeau, ce sera bien mieux. Donc je vais vous spoiler le chapeau parce que j'ai envie de voir le résultat. Voilà, et il suffit que je mette un chapeau et tout de suite on est projeté dans les années 1920. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait tout quoi, ça fait tout. Je viens réajuster un peu le cran, mais vous voyez, on voit à peine mes cheveux en fait. Mais c'est exactement ce que je voulais parce que on voit quand même les boucles d'oreilles, le côté perle et brillant comme ça, je trouve que c'est tout à fait emblématique des années 1920. On a quand même le cranté sur le côté de la joue. Donc voilà, vous avez eu le petit spoil du chapeau, mais pas de beaucoup parce que finalement je vais vous montrer maintenant toute la tenue, je vais l'enfiler et je vous montre tout ça. J'espère que ce premier format de coudre comme à l'époque vous a plu. Moi j'ai adoré coudre ce costume, j'ai adoré le moment où j'ai mis tous les éléments ensemble. Tout a pris son sens et j'aime particulièrement le chapeau parce que pour moi c'est ça qui fait tout. J'aurais pu avoir une robe extrêmement simple, genre en satin ou en velours, le chapeau aurait tout fait. Ce que je vous propose c'est de me mettre en commentaire la décennie que vous aimeriez que j'aborde pour les prochains numéros de coudre comme à l'époque. On peut aller de 1900 à 2000 mais on peut même aller avant, même si vous voulez du médiéval, si vous voulez même d'autres continents, ça pourrait être trop chouette à aborder. N'hésitez pas évidemment à liker la vidéo, ça m'a pris un temps monumental comme vous vous en doutez, donc si vous pouvez me mettre un petit peu en avant dans l'algorithme, je prends. Et puis d'ici là, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et puis je vous dis à la prochaine.